Imaginez, deux portes. Derrière la première, une cuisine étoilée, la célébration d'un véritable âge d'or de la gastronomie. Et derrière la seconde, une réalité, disons, beaucoup plus fragile. Aujourd'hui, on explore ces deux mondes, ces deux cuisines qui définissent la restauration en 2025. Alors on commence très fort avec cette phrase du chef Chacieuse. La bouffe n'a jamais été aussi bonne au Canada. C'est toute une affirmation, n'est-ce pas? Ça met la table, comme on dit. On se dit qu'on est peut-être en train de vivre un moment exceptionnel. Et on le sent partout, cet enthousiasme. Les prix pleuvent, les critiques ne tarissent pas d'éloges et, honnêtement, essayer de réserver une table dans certains endroits, c'est presque une discipline olympique. La scène culinaire est en pleine effervescence. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? C'est là que ça devient intéressant, parce que si on gratte un peu la surface, derrière les belles assiettes et les salles bondées, eh bien, on découvre une réalité beaucoup plus complexe. Ok, alors commençons par le côté glamour. C'est quoi au juste? Cet âge d'or, qu'est-ce qui fait que la scène culinaire canadienne brille autant en ce moment? Franchement, regardez-moi ça. On ne parle plus juste de nourriture ici, c'est de l'art. Chaque plat est une petite merveille. Que ce soit la bouchée hyper précise d'un traiteur ou l'assiette signature d'un grand restaurant, on voit bien que la créativité est à son maximum. C'est la preuve, là sous nos yeux. Et ce n'est pas juste une impression, non. C'est officiel, c'est reconnu. Le restaurant Mystique à Halifax, sacré numéro 1 par Air Canada. Juste derrière, le Violon à Montréal. Et que dire de Tanière 3 à Québec, qui rafle 2 étoiles Michelin? C'est énorme, ça nous place carrément sur la scène mondiale. Et puis il y a ce chiffre, 31. 31, c'est le nombre de finalistes pour le meilleur nouveau resto d'Air Canada. Et le plus fou, c'est qu'ils viennent de partout, de St. John's à Victoria. Ça nous dit que l'excellence n'est pas juste concentrée dans les grandes villes. C'est un mouvement national, une vraie vague qui touche tout le pays. Ok, on a vu le côté paillettes. Maintenant, on va passer derrière les portes de la cuisine. Et là, l'ambiance est un peu différente. On va parler des vrais défis, de ce qui menace l'industrie de l'intérieur. Et le premier chiffre fait mal. 42%. C'est la proportion des gens qui vont moins souvent au resto parce que, tout simplement, c'est trop cher. Presque la moitié. Imaginez la pression que ça met sur les restaurateurs. Ils sont coincés entre leurs factures qui grimpent et le budget de leurs clients. En fait, c'est un peu la template parfaite, une double crise. D'un côté, l'inflation, le prix des aliments, de l'électricité, tout explose. Ça vient gruger des marges qui sont déjà minuscules dans ce milieu. Et de l'autre côté, il y a la crise de la main-d'œuvre, un véritable étau. Et cette crise de la main-d'œuvre, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 200 000 postes vacants, c'est colossal. C'est le double d'avant la pandémie. Il y a une offre et demie pour chaque personne qui cherche un emploi. Forcément, ça a des conséquences directes. Plus de la moitié des restos ont dû réduire leurs heures ou simplifier leurs menus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a tout simplement personne pour cuisiner ou servir. Alors, face à tout ça, comment on fait pour survivre? Eh bien, il y a une première stratégie qui se dessine, c'est de viser le très haut de gamme. Créer une expérience tellement unique que le prix devient secondaire. L'idée, c'est de ne plus vendre juste une assiette. On vend une expérience, un moment. Ça passe par des menus dégustation qui racontent une histoire, par des produits locaux exceptionnels, un savoir-faire artisanal mis en avant, ou même un décor qui fait voyager. Le but, c'est que la personne se dise « Ok, c'était cher, mais ça valait vraiment le coup ». Voilà ce qu'on appelle le modèle premium. En gros, c'est une façon de sortir de la compétition sur les prix. On s'adresse à une clientèle qui est prête à payer plus cher pour quelque chose d'exceptionnel. C'est une sorte de bouclier contre la crise, une bulle qui permet de survivre dans un marché très tendu. Mais il n'y a pas que cette voie-là. Il y a une approche radicalement différente. Une approche où le profit n'est pas l'unique objectif. On va maintenant regarder un modèle qui mise tout sur l'impact social. Et pour illustrer ça, voici Resto Plateau. Cette photo, elle dit tout. On voit une diplômée, fière, avec son certificat. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est la promesse d'un avenir. C'est la preuve qu'un restaurant peut faire bien plus que servir des repas. Il peut littéralement changer des vies. Écoutez ce que dit Afiwa Emily, une des participantes. « Mon rêve, je le réalise. J'ai une passion pour la cuisine, j'aimerais qu'il y en ait dans tous les quartiers. Ça résume parfaitement l'esprit du projet. Ce n'est pas juste un emploi, c'est la réalisation d'un rêve. Et son désir que ça existe partout montre à quel point ce modèle est puissant. » Alors, comment ça marche et comment ça aide à régler la pénurie? C'est simple et génial à la fois. Au lieu d'attendre des candidats, ils les forment eux-mêmes. Ils vont chercher des gens qui ont du mal à trouver un emploi, leur donnent une formation super complète, 910 heures, c'est énorme, et ensuite ils les placent. Résultat, près de 70% trouvent un job rapidement. C'est gagnant-gagnant. Et quand on regarde qui sont ces participants, on comprend encore mieux l'impact. On parle de personnes issues de l'immigration, sans soutien financier, qui ont connu le chômage de longue durée, parfois des défis de santé mentale.
Ces chiffres ne sont pas juste des stats, ils représentent des obstacles immenses. Ce programme, c'est un véritable tremplin de vie. Et ce n'est pas tout, en plus de former, ils nourrissent la communauté. Regardez ça, près de 50 000 repas servis dans leurs restos communautaires, des milliers d'autres distribués à des partenaires et dans les écoles, c'est un pilier essentiel pour la sécurité alimentaire du quartier. Bon, on a vu deux modèles, deux mondes qui semblent complètement opposés. L'expérience de luxe d'un côté, l'entreprise sociale de l'autre. Alors, comment est-ce que ces deux réalités coexistent et surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur le restaurant de demain? Quand on met ces deux images côte à côte, c'est frappant. D'un côté, l'art culinaire, dans ce qu'il a de plus raffiné, de plus exclusif. De l'autre, la chaleur d'un repas communautaire. Mais au fond, est-ce si opposé que ça? Non. Ça montre simplement toute l'étendue de ce qu'un restaurant peut être aujourd'hui. Et c'est ça la clé. L'avenir, ce n'est pas de choisir son camp entre le profit et la mission sociale. C'est de comprendre qu'il y a tout un spectre de possibilités. Une même cuisine peut être un business, un atelier d'artistes et en même temps un lieu d'aide pour la communauté. La véritable innovation, elle est peut-être là. Et ça nous ramène à une question fondamentale. Quel rôle est-ce qu'on veut que les restaurants jouent dans nos vies, dans nos quartiers? Finalement, à quelle table est-ce qu'on a envie de s'asseoir? Les choix qu'on fera, tous ensemble, dessineront le visage de la restauration de demain.